Mardi 11 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, le gouvernement malagasy entend les appels de la population du Sud face au Kéré, selon le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène ce jour. Il a également souligné que des efforts seront déployés pour faire face aux sécheresses qui sévissent actuellement dans le sud de Madagascar. Par ailleurs, devant les problématiques relatives à l'insécurité et aux chocs climatiques répétés, incluant la sécheresse persistante dans le sud de Madagascar, le gouvernement malagasy, sur financement de la Banque mondiale, a opéré le projet Miunz pour le soutien aux moyens de subsistance résilients dans cette partie de Madagascar. Un atelier de restitution de la mission de terrain réunissant des experts hydrauliciens, géologues, irrigation, analyse économique et financière, sociale et environnement est effectué sur le Haut-Mandjare du 3 au 9 octobre 2022 dans la région Anjouy, s'est tenu ce jour à Anoussi. Les détails avec Miarvulat Sferen sur les images de Sech Andjanab. Le bassin du Haut-Mandjare ne contient de l'eau que pendant 4 mois de l'année. À travers le projet mené par la Banque mondiale, une stratégie technique et scientifique pour pallier l'insuffisance d'eau dans le Grand Sud. Il s'agit en effet de stocker plus de 830 mètres cubes d'eau. Ce projet ne permet pas seulement d'alimenter en eau les régions Anoussi et Anjouy, mais permet également de soutenir l'économie de cette partie sud. L'eau émanant de ce bassin sera également utilisée pour l'agriculture, l'élevage et l'énergie. On voulait accompagner l'État malgache, et particulièrement Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement et de l'Hygiène, pour développer une vision sur le long terme, pour changer un petit peu ce qu'on appellerait l'économie du Grand Sud. Donc pour cela, depuis plusieurs années, il y a de nombreuses études qui ont été effectuées. On a fait une très grosse recherche bibliographique et progressivement, on s'est rendu compte que une des solutions, que l'on préconiserait serait de réaliser un gros stockage donc sur le fleuve Mandrare, qui offrirait des bonnes opportunités ensuite pour développer l'eau sous tous ses usages, l'eau à destination eau potable, l'eau pour l'irrigation et également produire de l'énergie. Donc on voudrait vraiment accompagner l'État malgache à une vision sur le long terme qui pourrait transformer vraiment l'économie du Grand Sud. Concernant l'appel à l'aide de la population du Sud face au Kéré, le ministre de l'Eau a avancé ce jour que des solutions à court terme aient prises incessamment, comme la mise en place de points d'eau et de pipelines. Mais les projets comme ce projet mené de concert avec la Banque mondiale à Mandjare fait partie des solutions à moyen et à long terme, selon toujours le ministre de l'Eau. Cet après-midi, un atelier de restitution de la mission de terrain réunissant des experts hydrauliciens, géologues, irrigation, analyse économique et financière, sociale et environnement est effectué sur le Haut-Mandjare en date du 3 au 9 octobre 2022 dans la région Anjouy, s'est tenu à l'hôtel Carlton. Ce projet est une continuité de nombreux appuis de la Banque mondiale à l'État malagasy, comme le PAEP ou Projet d'appui en eau potable et le projet Miunz. Et puis les travaux de construction du pont de Matalak dans la région Anoussi viennent d'être achevés. La réception provisoire de cette nouvelle infrastructure s'est tenue la semaine dernière. Ce pont nouvellement mis en place facilitera la circulation des produits locaux. Le point avec Miarvulat Sferen. La réception provisoire du pont de Matalak s'est déroulée la semaine dernière. Ce pont d'environ 12 mètres relie la commune de Matalak au district Toulanar. Les travaux ont été financés par l'Union européenne par le biais du projet Afafi Sud. La réhabilitation de ce pont répond aux besoins de la population de la commune de Matalak. Mis à part la facilitation de circulation des produits locaux, l'on sait également que ce pont sera emprunté pour l'écoulement des produits émanant d'une usine de transformation de canne à sucre à Tsanouri et qui est également financée par l'Union européenne. Dans les actualités également, la Jirama va relâcher les eaux de Tiaz Panir afin d'augmenter le niveau des eaux qui alimentent les centrales électriques comme Farah Hansan. Il s'agit d'une mesure prise pour réduire le manque potentiel causé par la suspension d'un décalé pendant 4 jours, selon l'explication du directeur général adjoint de l'électricité auprès de la Jirama. Il est nécessaire de procéder à la suspension d'un décalé afin de connecter le 4e groupe aux 3 autres et de pouvoir
porter la production à Andecalec à 120 MW, précise l'explication. Andoniana Martina, Nzaranje Ansou. Toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire fonctionner le 4e groupe à la centrale électrique d'Andecalec ont été mises en place. Les techniciens vont procéder à la connexion de ce groupe avec les 3 autres et le gros van qui peut la produire, selon Ranjanarsou Désiré Marcel, directeur général adjoint de l'électricité à la Jirama. Pour la mise en place de la vanne qui va alimenter en eau le 4e groupe, il est nécessaire donc de vider toute la galerie, toute la conduite d'eau, les conduites d'eau venant du barrage qui est distant de 4 km pour pouvoir mettre en place donc la vanne qui va alimenter le 4e groupe d'Andecalec. Voilà pourquoi donc un arrêt est nécessaire puisque le processus de vidange de la galerie et de les conduites est d'une durée de 22 heures. Et puis les travaux d'installation donc et de mise en place de tous les raccordements électriques et aussi la vanne de garde qui va alimenter le 4e groupe, ça va durer 40 heures. Ces travaux débuteront le vendredi 14 octobre à 22 h. La production d'électricité d'Andecalec devra donc être complètement arrêtée. Ce qui va entraîner donc des perturbations, mais la Jirama est là actuellement donc en train de planifier et puis le délestage tournant donc par quartier avec les durées et puis la rotation des coupures. Par rotation donc auprès des divers quartiers. Et il y a aussi des dispositions que la Jirama va prendre avec les responsables de la sécurité donc, pour pallier déjà et pour anticiper donc, tout acte de banditisme. Il est prévu que l'électricité fournie pour Antananarivo et ses environs sera réduite à 189 MW pendant la journée et sera de 167 MW la nuit. Il y aura également des perturbations en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Cependant, la Jirama relâchera de l'eau de Tiazpanir pour atténuer les problèmes. Le mardi 18 octobre, Andecalec produira de nouveau à travers les 3 machines, si plusieurs tests sont encore à faire, avant que cette 4e machine apporte des changements en termes d'alimentation électrique. Pour rappel, 40% de l'électricité fournie à Antananarivo et ses environs provient d'Andecalec, soit 90 MW. Après l'achèvement de cette extension, Andecalec fournira 120 MW. Dans un tout autre sujet, environ 189 dossiers sont actuellement entre les mains du tribunal de cassation s'ils étaient de 1138 en décembre 2021. La nouvelle procureure générale de la Cour de la cassation, qui a été installée officiellement ce jour à Anoussi, a déclaré parmi ses objectifs l'accélération des traitements de dossiers et la lutte contre la corruption. Reportage sur les images de Yves Janel. Au total, 1138 documents sont passés devant le tribunal de cassation en 9 mois, soit de décembre 2021 à août 2022. Parmi ces dossiers, 416 datent de 2020 et 722 nouvelles affaires sont entrées en 2021. Actuellement, il ne reste que 189 documents à traiter par le tribunal de cassation. Razaf Jamar Boudvouloulou Anch a été nommé officiellement au poste de procureur général de la Cour de cassation lors du Conseil des ministres et aujourd'hui s'est tenue la cérémonie officielle de son installation à son poste à la Cour suprême à Anoussi. Parmi ses priorités, l'accélération du traitement de dossiers. Elle a annoncé le changement de procédure pour ce faire. Mais il y a aussi la lutte contre la corruption. À noter que le tribunal de cassation est l'une des 3 juridictions principales du tribunal, après la Cour suprême et la Cour des comptes publics. C'est là qu'on traite une demande d'annulation d'un jugement définitif, une demande de révision, un procès qui peut être un conflit de pouvoir ou d'intérêt. Tourisme à présent, le ministère du Tourisme envisage d'élargir le tourisme dans les sites et parcs naturels protégés de Madagascar. Certains constituent déjà un pôle touristique connu sur le plan international, d'autres ne le sont pas encore à cause de l'absence d'infrastructures d'accueil. Mireille. 6 sites terres protégées ont été choisis pour y instaurer des hôtels répondant à un cahier de charges très strict, notamment en matière environnementale, souligne le ministre du Tourisme Joël Ranjamanjantou.
Cette décision est motivée par l'importance de la préservation du milieu naturel de la biodiversité afin de minimiser au maximum les risques d'interférence à cause de l'affluence éventuelle des touristes. Le ministère vise également à apporter un recadrage de la durée du séjour touristique à Madagascar et de créer des formules de plusieurs visites en court séjour au lieu de la visite en long séjour habituelle. L'éventualité d'entrer en concurrence avec l'île Maurice et les Seychelles en court séjour de découverte et de voyage itinérant serait potentiellement favorable selon toujours les explications. Selon les statistiques, Madagascar compte 3657 hôtels et restaurants pour cette année 2022. 43 333 emplois directs y ont été créés. Un privé essaie de monopoliser le transport dans la capitale d'Antananarivo et ses environs, selon les plaintes du groupe de transporteurs hier. Ces derniers l'ont signalé auprès du ministre du Transport et ils ont confirmé que cette situation constitue un blocage pour la réforme des autorisations de transporter actuellement. C'est Sylvain Sech-Andjanabou. Certaines coopératives dans la commune urbaine d'Antananarivo sont sans plainte depuis l'année 2017, depuis la mise en place d'une coopérative qui fait les mêmes trajets que ceux déjà existants. Cette entreprise oblige indirectement les transporteurs à changer de coopérative car aucune autorisation de transporter n'est délivrée que sous la demande de cette entreprise. Une entreprise dirigée par une seule personne, selon toujours la plainte des coopératives. Les transporteurs ont apporté leurs doléances auprès du ministère du Transport. Face à cela, la délivrance de l'autorisation à transporter pour les entrepreneurs sera forcément facilitée, selon le ministre Roland Ratzatuelen. À part cela, l'autorisation d'exploiter sera rétablie pour 2 coopératives, dont l'une sur la RN1 et l'autre sur la ligne d'Alassour, selon toujours les explications. Pour terminer, les actualités locales, l'écart entre les parents et les enfants se creuse de plus en plus en ce moment et de nombreux enfants ne jouissent pas non plus de leurs droits, voire ne les connaissent pas. Chacun a sa part de responsabilité pour minimiser cet écart, y compris l'Église, selon la déclaration de l'Église adventiste ce jour. Face à cela, un événement intitulé Camp familial des enfants ou Laspianakavina Yaranamniakis aura lieu le 30 octobre au 6 novembre au sein de l'université adventiste Zurcher Samben Intirabé, région Vaknakarach, organisée par les jeunes adventistes de la Fédération des églises adventistes du 7e jour de Madagascar Center. Cet événement vise à rassembler et à renforcer les liens existants entre les parents et les enfants au sein de cette église. De nombreux sujets y seront abordés. Un événement parrainé par le ministère de la Population. Dans les actualités internationales, au Brésil, dans le pays, près de 7% des filles de 15 à 19 ans tombent enceintes selon une étude de l'OMS. Dans une favela de Rio de Janeiro, une association de foot féminin se mobilise. Reportage. Manguinhos, l'un des plus grands complexes de favela de Rio. Sur ce terrain de foot, Graciara da Silva entraîne ses élèves d'une voix énergique 2 fois par semaine. En tout, une 60aine de filles âgées de 6 à 18 ans, venues prouver ici qu'elles peuvent être aussi fortes que les garçons. Dans ce quartier où la culture machiste a la dent dure, Graciara se sert du ballon rond comme outil d'émancipation. Elle, qui est tombée enceinte à 16 ans, souhaite guider ces jeunes filles vers un avenir meilleur que celui de la maternité précoce. Quand on devient mère très jeune, je crois que le plus difficile, c'est de ne pas réussir à avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir réaliser ses rêves. Vous voyez beaucoup de mères adolescentes dans le quartier? Oui, énormément. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est nul, Pourquoi? parce qu'elles sont trop jeunes pour avoir des enfants. L'éducatrice sportive dispense des cours d'éducation sexuelle sans tabou dans un pays très religieux où l'avortement est illégal. C'est important de leur donner conscience de l'importance de faire attention à leur corps et à leur hygiène intime en tant que filles et femmes. Qu'elles aient la liberté et la force de décider ce qu'elles veulent ou non, de dire oui, je veux avoir des relations ou non, je ne veux pas. Parmi ses élèves, Perula, 6 ans. Sa maman, Anna, l'a eu à 14 ans. Déscolarisée, elle travaille aujourd'hui comme secrétaire dans un hôpital voisin.
Je veux qu'elles grandissent normalement, qu'elles ne vivent pas ce que j'ai vécu, qu'elles ne soient pas pressées de tomber amoureuses et de faire l'amour comme moi, de devenir mère trop jeune comme moi. Et c'est un sport qu'elle adore pratiquer. Au Brésil, il y a une grande précarité du service public dans les favelas. Et on ne voit naître aucun programme qui focalise sur la petite enfance. C'est à cet âge crucial que vous construisez des citoyens. Commencer tôt à sensibiliser pour éviter l'hypersexualisation dont sont trop souvent victimes les jeunes filles de favela. Un défi quotidien pour Graciara, bien seule dans son combat. Jusqu'à présent, aucun programme gouvernemental d'aide à l'enfance ou à l'adolescence, ni de planning familial n'a vu le jour ici. Et après 2 ans et demi de restrictions en raison de la pandémie de Covid-19, les visiteurs en provenance de 68 pays et territoires bénéficient de nouveau depuis mardi d'une exemption de visa pour les séjours touristiques au Japon. France 24. L'entrée du temple Asakusa à Tokyo se dresse enfin devant eux après 2 ans et demi d'attente. On prévoyait de venir avant le Covid. C'était notre rêve, même avant qu'on ait des emplois, etc. C'était juste un rêve et maintenant on y est. Euphorie aussi pour ces étudiants en échange universitaire. Quand j'ai signé pour ce programme d'échange, on me disait toujours que ça pouvait être annulé. Maintenant que je suis là, je suis très heureux. Mais ce n'est pas pour ces touristes étrangers que l'attente fut la plus longue. Haru Matsuo est guide. La pandémie de Covid a fortement impacté son activité. Il y avait une époque quand vous jetiez un œil, il n'y avait personne. La chute du tourisme était folle. On a dû perdre 90% de fréquentation. C'était vraiment vide. Et en plus de la réouverture des frontières, il y a la chute du yen, une vraie aubaine pour certains touristes. Regardez, sur ce menu derrière moi, vous pouvez voir un menu complet. Il est à seulement 1000 yens. 1000 yens, ça correspond environ à 7 € ou 7 $. Et ça, les chefs en sont bien conscients. Moi, je ne vais pas augmenter mes prix. En ce qui concerne mon revenu, je pense pouvoir le doubler si les étrangers peuvent revenir sans contrainte. Juste avant le Covid, 31 millions de touristes se sont rendus au Japon en 2019. Un record historique pour l'archipel. Après 2 ans et demi de pandémie, le pays espère retrouver cette dynamique très rapidement. Pour terminer, plus de 3000 secouristes étaient toujours à la recherche d'une 50aine de personnes lundi à Las Terrerias au Venezuela après un glissement de terrain qui a fait au moins 36 morts et d'immenses dégâts selon le dernier bilan. Le président Nicolás Maduro s'y est rendu et a promis aux habitants la reconstruction. France 24. L'équivalent d'1 mois de pluie est tombé en 3 heures seulement samedi après-midi dans la ville de Las Terrerias, désormais méconnaissable. Tout est perdu. Nous sommes dévastés. Des membres de notre famille sont toujours portés disparus. Nous ne savons pas s'il y a encore des gens sous les décombres. Terrerias ne sera plus jamais la même. Il faudra 1000 générations pour récupérer ces villes. Celle-ci a été totalement dévastée. Les coulées de boue ont emporté une 30aine de personnes et une 50aine d'autres sont encore portées disparues. Oui, madame, je suis ressuscité. J'étais prêt à mourir. L'eau était déjà là au niveau de mon cou, mais elle a commencé à descendre. S'il y avait plus 5 minutes de plus, j'allais me noyer piégé. Les habitants tentent de retrouver les disparus, le plus souvent avec les moyens du bord, des pioches et des pelles. Des efforts rendus d'autant plus difficiles par la quantité de boue mélangée aux débris. Plusieurs centaines de maisons ont été détruites ou touchées par le glissement de terrain. Lundi, environ 3000 secouristes étaient sur place. Regardez, tant de familles ont perdu leur maison. Moi, en tant que commerçant, j'ai perdu ma pizzeria. Je n'ai mon commerce que depuis 2 ans. Je suis nouvel entrepreneur et maintenant, regardez, je n'ai rien. Depuis plusieurs semaines, de fortes pluies s'abattent sur le Venezuela. Au total, 13 personnes sont mortes dans d'autres régions. Mais les coulées de boue de Las Terrerias restent à ce jour l'épisode le plus meurtrier. Le président Nicolás Maduro a décrété 3 jours de deuil national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.